Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct pour ce live aujourd'hui autour de la thématique qualité de vie et des conditions de travail, santé mentale et emploi, et si on en parlait. Donc, je suis ravie d'être en co-animation aujourd'hui avec Tiffaine sur ce live. Donc ce live, peut-être qu'on vous explique un petit peu, alors on va peut-être au fur et à mesure laisser les personnes arriver tranquillement sur le live. Alors, pour ne rien vous cacher, c'est la première fois qu'on le fait Ouais. sur LinkedIn. C'est important peut-être qu'on le précise parce qu'on découvre aussi un petit peu la manière dont ça fonctionne. Alors, juste Tiffaine, de ton côté, alors je vois que les premiers commentaires arrivent. D'accord. Alors moi, je ne Bonjour vois pas du tout Tombé. les commentaires. Alors, Ah, si tu ah cliques en si, haut à bonjour, droite, c'est bon. C'est bon, je vois. Ils arrivent. bonjour. Oh, nous avons des Bonjour. bonjours de loin, d'Abidjan, c'est chouette. Alors, c'est vrai que là, petit coup de pression, on a vu qu'il y avait à peu près, enfin, plus de 300 personnes inscrites. Donc, C'est ça. voilà, certains seront présents, d'autres en replay. On est sur la pause du déjeuner, donc voilà, évidemment, peut-être que vous mangez en même temps. C'est ça. En tout cas, on est ravis de voir que cette thématique intéresse et qu'aujourd'hui, voilà, on a des curieux qui arrivent en tout cas de plusieurs domaines d'activité, de plusieurs pays aussi, à ce que je vois. Donc enfin, moi, j'en suis ravie en tout cas, personnellement. N'hésitez pas à dire d'où vous venez, comme ça nous donne un petit peu d'informations. Tout à Voilà, donc fait. nous, par rapport à notre secteur, donc pour ma part, je suis sur, la région nantaise et puis Vanessa pas très loin, C'est plutôt ça. dans les Pour ceux Vosges. qui connaissent, entre Nantes et Angers. Voilà. Donc plutôt pour ceux qui sont de très loin de l'ouest de la France. Bonjour Thérèse. Ah, je vois que j'ai des collègues intervenants de bien-être en entreprise qui nous rejoignent. Parfait. Donc on va peut-être commencer doucement en sachant que les personnes vont nous rejoindre de toute Ouais. façon L'idée, petit à c'est petit. pas de vous mettre en retard si vous reprenez le travail. De toute façon, il y aura un replay, on va vous redire, mais un replay, donc à l'issue. On va donc déjà vous faire une présentation, on va déjà se présenter, puis parler du sujet. Il ne faudra pas hésiter à mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure. On les reprendra à la fin, peut-être certaines. Bonjour Maria. Euh, donc voilà, on a Cholet également. C'est bien, on voit qu'il y a du Pas monde très qui loin. arrive doucement. Alors peut-être qu'on peut remettre un petit peu le cadre de pourquoi on a fait le choix de ce live. Mm. Euh, Comme je pense beaucoup d'entre vous le savent aujourd'hui, on est dans la semaine, en tout cas QVCT, hein, qui a lieu, qui se déroule du 19 au 23 juin. Donc une semaine justement pour sensibiliser, pour informer autour de cette démarche. Et c'est vrai qu'avec Tiffen, on s'est rencontrés, on se connaît pas depuis très très longtemps, mais voilà, on a plutôt matché en tout cas de par nos activités respectives. Et donc on a fait le choix d'organiser ce live justement pour pouvoir apporter nos connaissances. Euh, de fait de notre activité aujourd'hui, on intervient autour de cette question de la QVCT, du bien-être au travail. Donc, parler aussi de ça, peut-être de la différence qu'il peut y avoir entre ces Mm. deux notions-là. Et puis pouvoir tout simplement ouvrir les échanges, ouvrir un petit peu le débat autour de cette thématique avec peut-être certains d'entre vous qui s'y connaissent sur cette thématique et puis d'autres qui la découvrent et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, en effet, dans notre fonctionnement, on est ensemble. On va essayer de maintenir un timing d'à peu près 1 heure. Je pense qu'on est toutes les deux très bavardes et que c'est une thématique Il y a qui beaucoup nous à dire. intéresse. C'est ça. Donc, on va essayer de maintenir en tout cas ce délai-là. Euh, Au fur et à mesure de nos échanges, s'il y a des questionnements, n'hésitez pas. Ou si vous voulez tout simplement réagir, vous avez le chat à votre disposition. Si toutefois il y a des questions un peu plus globales, n'hésitez pas aussi à les mettre. Bonjour au fur et à mesure à ceux Bonjour et celles qui Delphine. nous rejoignent. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions un peu plus larges à les mettre aussi dans le chat et à la fin on aura un petit temps de questions-réponses. Donc on essaiera de prendre le temps en tout cas de répondre à vos questionnements. Ouais, Voilà. complètement. Alors pour compléter, c'est vrai que, bon, effectivement, vu que c'est la semaine de la QVCT, donc de la qualité de vie, des conditions de travail, il y a un certain nombre de webinaires sur le sujet. Peut-être que vous en mangez déjà un bon paquet cette semaine. Évidemment, c'est tous les jours, hein, auquel cas il faut y penser. Nous, on va prendre un angle, enfin, on a notre angle, notre approche
qui est complémentaire, hein, puisque en effet, je suis psychologue du travail et puis Vanessa, intervenante bien-être en entreprise et sophrologue. Donc, on va vous expliquer sous cet angle, puisque effectivement, en 1 heure, vous imaginez bien qu'on n'a pas le temps de faire tout le tour de la question. Tout à fait. Tout à fait. Alors, bon, peut-être qu'on peut se présenter pour que vous visualisiez un petit peu qui on est et qu'est-ce qu'on fait dans nos activités. Alors, pour ma part, moi, donc, je suis Vanessa Le Tourneux, intervenante bien-être en entreprise et sophrologue, précédemment dans les métiers de l'insertion professionnelle et du handicap. Moi, j'ai fait le choix de me former à la sophrologie et de l'adapter aujourd'hui à l'entreprise parce que justement, au cours des différentes années en tant que conseillère en insertion professionnelle et dans le handicap, à force d'accompagner des personnes qui se retrouvaient un petit peu en difficulté justement de par l'activité professionnelle qu'ils pouvaient tenir, je me suis dit, il y a des outils qui existent très certainement pour travailler autour de ça, pour apprendre justement à mieux gérer le travail sans se mettre en difficulté, voire en danger parfois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de me former à la sophrologie et qu'aujourd'hui j'interviens auprès des entreprises, collectivités ou associations et aussi auprès des particuliers sur cette question justement du bien-être au travail sur un territoire qui est plutôt sur on va dire le triangle Cholet-Angers-Nantes, voire plus loin en fonction des besoins. Donc aujourd'hui, en effet, j'y apporte mon approche de sophrologue, qui est plutôt la prise en charge de la personne dans sa globalité. Très bien. Et pour ma part, donc, je suis donc psychologue du travail, Tiffaine Chaublet. Donc, j'interviens moi sur 4 axes. J'interviens sur la partie santé au travail, notamment dans le cadre de consultations, soutien psychologique et cellules psychologiques, dans le cadre notamment de licenciements collectifs. J'accompagne également les transitions professionnelles dans le cadre de reconversion, d'élaboration de projets, notamment puisque j'ai exercé à peu près 5 ans en tant que conseillère en insertion et évolution professionnelle dans diverses structures et auprès de divers publics. J'exerce notamment sur l'analyse de pratique également, donc dans les organisations, dans le secteur social et médico-social, et sur la partie développement des compétences, donc formation, là sur des thèmes très variés, notamment les risques psychosociaux et tout ce qui est en lien avec la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc, je suis basée donc, voilà, sur le secteur de Nantes. Mon champ d'intervention, effectivement, dans les organisations, se limite à la région Pays de la Loire. Maintenant, sur la partie individuelle, j'accompagne aussi beaucoup à distance partout en France et même d'ailleurs au-delà. Super. Merci pour cette belle présentation. Alors, je me permets juste de rebondir. Je viens de me rendre compte, mais encore une fois, on le redit pour ceux et celles qui n'étaient pas là, c'est la première fois qu'on fait sur LinkedIn et donc on va découvrir un peu au fur et à mesure. Et je vois que nous ne pouvons pas répondre en direct dans les commentaires. Tiffaine, je ne sais pas si toi tu le peux. Donc je vois Jean-Kévin qui nous pose la question. Alors, ce n'est pas la sophrologie, mais bien la sophrologie, c'est S-O-P-H. Au départ, j'y reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer ce qu'est cette discipline et que vous ayez un petit peu plus d'informations autour de ça. Donc, petit teasing, il faut rester jusqu'à la fin pour savoir ce qu'est la sophrologie. Donc, peut-être qu'on peut vous partager notre petit diapositive. Alors, qui s'est pas remis dans l'ordre. Voilà. Voilà, les aléas du direct. Je te laisse Hop, la main. voilà. Donc, Tiffaine, c'est bon, tu y as accès, c'est OK? C'est OK. Parfait. Alors, eh bien, débutons. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est peut-être, pour commencer, une première question. Peut-être vous poser simplement cette question, la QVCT, donc la qualité de vie et des conditions de travail, pour vous, c'est quoi? Peut-être nous dire dans le chat, quand vous voyez ce terme, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quels mots vous mettez derrière ce terme-là? Peut-être vous personnellement par rapport à votre activité, mais peut-être aussi justement dans les entreprises, les structures, les organisations dans lesquelles vous travaillez. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce terme? Donc, on vous laisse 1 ou 2 minutes pour prendre le temps de nous partager dans le chat. Alors, sachant que c'est vrai on n'a pas tant que ça de sigles, mais on va parfois utiliser des sigles, donc peut-être que ça n'a pas la même signification aussi pour vous, même si on va rentrer dans le détail.
tout à fait. Et puis, la qualité de vie et les conditions de travail, on en a tous une représentation, mais peut-être que partielle. Donc c'est intéressant de savoir un petit peu votre connaissance, déjà par rapport au sujet et comme ça, nous, on pourra rebondir, par la suite. Mmh. C'est ça l'objectif, c'est aussi de pouvoir ajuster. On a un contenu de base, mais de pouvoir ajuster en fonction des connaissances que vous pouvez avoir, bien évidemment. Peut-être que ça il y a pas de connaissances et peut-être que nous n'aurons pas de partage. On vous laisse peut-être encore 30 secondes pour, prendre le temps, d'échanger. Donc on viendra alors il y a le bien-être au travail, se sentir bien sur son lieu de travail, travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est très intéressant, voilà, il ou elle, On n'a pas le nom. merci pour ce partage, puisqu'on va revenir aussi sur la différence entre la QVCT et le bien-être au travail. Il y a effectivement des similitudes, mais aussi des différences. Donc, c'est important de pouvoir, dissocier aussi ces 2 notions qui sont, quand même, liées, effectivement. Alors, je te Alors, laisse partager. On a un autre commentaire. C'est un élément nécessaire pour l'accueil, le suivi des salariés, l'amélioration continue des structures médico-sociales et donc un impact direct sur les usagers. Donc là, du coup, Delphine, tu es plutôt sur l'aspect médico-social. Tu penses que ça concerne exclusivement plutôt ces structures-là? ou c'est peut-être parce qu'en effet, tu travailles dans ces structures. C'est ça. C'est plutôt par rapport à l'expérience personnelle. On en reviendra. En effet, tout ce que vous avez mentionné, ce sont des choses en effet qui sont en lien avec la qualité de vie et les conditions de travail. Vous allez voir que le concept est assez vaste. Mmh, Je pense qu'on peut peut-être passer à la suite, tout à Vanessa. fait. Alors, donc déjà, si on revient sur la notion de qualité de vie, parce que dans QVCT, hein, on a qualité de vie. Tout bêtement, si on reprend la définition du dictionnaire, hein, on va s'attarder sur les conditions de vie qui sont plus harmonieuses, hein. C'est vraiment ce qui va contribuer à créer les conditions de vie plus harmonieuses. Et cette notion de qualité renvoie finalement à la manière d'être, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, finalement, de quelque chose. Et on voit bien qu'on a 2 visions dans la qualité de vie et les conditions de travail. C'est-à-dire qu'il y a eu une première vision au départ, quand la qualité de vie au travail, d'ailleurs, on parlait bien de QVT, et peut-être que vous Mmh, connaissez plutôt la QVT que la QVCT, je vais en parler un petit peu. Mais il y avait vraiment cette vision quantitative, donc c'est-à-dire économique, sociologique et ergonomique, basée sur des indicateurs objectifs, donc que ce soit donc chiffré en fait, hein, vraiment tout est quantifié, observable et quantifiable. Et en fait, par la suite, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une dimension évidemment subjective, mise en lumière par la sociologie et la psychologie, qui mettent en avant aussi les composantes affectives et cognitives de la qualité de vie, qu'on va voir un peu plus en détail. Alors juste par rapport à la QVT, hein, je disais que donc c'est devenu la QVCT officiellement donc, dans le droit du travail depuis plus d'1 an, depuis mars 2022. C'était déjà dans les tuyaux à partir de 2020. mmh, Et on a voulu mettre aussi l'accent sur le C de conditions de travail, justement pour éviter les amalgames avec le bien-être au travail. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on va revenir sur le sujet. Si on reprend la définition de l'OMS, alors attention, tenez-vous bien parce qu'elle est assez longue, mais parce qu'elle va décrire vraiment la complexité finalement de la notion de QVCT. Pour mmh, l'OMS, c'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Donc, ce qui met vraiment en lumière finalement la dimension subjective. Donc, il s'agit vraiment d'un large champ, hein, vous l'aurez compris, et on va le détailler, conceptuel, mais qui englobe de manière vraiment complexe la santé physique, l'état psychologique, le niveau d'indépendance, les relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. Bon, je ne suis pas sûre que vous reteniez la définition dans son entièreté, mais c'est mmh. vraiment pour que vous puissiez comprendre un petit peu la globalité de cette notion. Donc là, en fait, on a
plusieurs auteurs et psychologues et psychosociologues qui se sont intéressés à l'impact du travail en fait dans la QVCT. C'est vraiment cette notion-là qu'il faut mettre en avant, puisqu'elle doit intégrer les aspects organisationnels, individuels et sociaux, qu'on va aussi détailler par la suite, sur lequel on va pouvoir agir à plusieurs niveaux. Et donc, c'est un levier d'amélioration de la situation à la fois des salariés, mais également de la viabilité économique des entreprises. C'est tout bénef pour tout le monde. Donc, je disais qu'il y avait une différence entre la QVCT et le bien-être au travail. La QVCT, donc, vous avez à peu près compris déjà jusque-là que c'est un ensemble assez complexe, donc qui va quand même se concentrer sur les conditions de travail, l'environnement dans lequel les employés exercent leurs fonctions. C'est-à-dire qu'il y a certes la dimension individuelle, mais inscrite dans un ensemble qui vise donc à créer un cadre propice pour s'épanouir et réussir son travail. Donc voilà, on va revenir sur ces concepts-là, mais ça englobe la sécurité au travail, l'ergonomie, l'équilibre entre les sphères de vie, évidemment la notion de reconnaissance, la communication interne, le développement des compétences, tout ça, c'est un peu lié. Et puis donc l'objectif vraiment principal, c'est d'améliorer la satisfaction des employés et de favoriser leur engagement au sein de l'organisation. On va voir, puisqu'il y a un certain nombre de conséquences positives ou négatives en fonction de ce que l'on met en place au sein des organisations. Et sur la partie bien-être au travail, donc là, Vanessa pourra aussi en parler plus globalement, mais sur ce que ça englobe. Donc évidemment, il y a la santé physique et mentale, la gestion du stress, donc d'où aussi la nécessité de la sophrologie, l'équilibre également entre les sphères de vie, la motivation, l'épanouissement personnel. J'insiste sur ces notions personnelles qu'on retrouve puisque ça va créer un environnement où les employés se sentent soutenus et pris en charge sur le plan personnel, encore une fois, ce qui contribue à leur productivité et à leur satisfaction globale. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Vanessa, sur le bien-être au travail? En effet, moi, en tout cas, sur mon activité professionnelle aujourd'hui, c'est bien sur cette partie-là que j'interviens, sur la partie vraiment bien-être au travail, et notamment aussi autour de ce qu'on peut appeler, vous l'avez peut-être déjà entendu, les compétences psychosociales. C'est-à-dire à un moment donné, comment chaque individu se remet aussi acteur de son bien-être dans l'entreprise, parce qu'évidemment, on va le voir, il y a différents champs qui sont à prendre en compte dans l'entreprise, mais le champ individuel de moi personnellement déjà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mieux gérer mon stress, mes émotions, dans ma manière de communiquer, etc. Donc, ce qu'on peut appeler les compétences psychosociales, c'est aussi sur cette partie-là, dans le cadre du bien-être au travail, que ça va pouvoir être travaillé. Complètement. Voilà. Donc, on peut peut-être poursuivre. Alors, donc en effet, il y a 6 champs d'action au sein de la QVCT. Donc nous, on va s'attarder surtout sur l'aspect santé au travail et particulièrement santé mentale au travail, puisque effectivement la santé, ça reste encore large. On ne va pas traiter de l'aspect physique, physiologique. Mais voilà, les champs d'action, pour vraiment que vous ayez tout le contexte, il va y avoir une notion d'engagement, de management. Évidemment, la relation manager va venir aussi impacter, et le type de management exercé va impacter la qualité de vie et les conditions de travail. Donc voilà, si on est dans un management ou un leadership assez strict ou paternaliste, ou bien voilà, où chacun a son mot à dire, c'est plutôt participatif, évidemment, ça ne va pas être vécu de la même façon. Les relations au travail, plus largement, que ce soit avec les collègues, avec les clients, avec les partenaires. Donc le climat social, est-ce qu'il est tendu, décontracté? Est-ce que vous pouvez assez facilement, finalement, prendre la parole, dire ce que vous ressentez, ou au contraire, vous sentez qu'il y a aussi des non-dits? Le contenu du travail lui-même, donc voilà, le contenu des tâches, la manière dont vous l'exercez aussi, la marge de manœuvre que vous pouvez ou pas avoir, la santé au travail, les compétences et le parcours professionnel par rapport aux possibilités d'évolution ou pas, et la notion d'égalité professionnelle, évidemment femmes-hommes, mais également de principe de non-discrimination, dont on va voir un peu plus en détail juste après. Alors, je me permets, pardon, merci Aline. Je vois qu'il y a un petit souci. En fait, il y a des personnes qui attendent le lien rejoindre. Alors, pour nous, normalement, vous nous rejoignez automatiquement. Je me permets juste très rapidement de voir si j'ai pas. Alors moi, j'ai pas la l'impression. main, donc je te laisse.
Ouais, on n'a pas d'accès en fait pour permettre de. En fait, les personnes doivent aller normalement sur le. Oui, normalement, les personnes doivent aller directement sur le lien pour nous rejoindre. Alors, pourquoi ça. Si, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Je vois pas le nombre de personnes connectées et les gens C'est juste rejoignent quelque au chose. fur et à mesure, juste les commentaires. Oui, alors, on est en double. Excusez-nous, petit souci. Je ne sais pas s'il faut que j'éteigne. Est-ce que tu vois les noms des personnes qui arrivent? Ah, si c'est bon. Je vois un bonjour, Voilà. donc ça veut dire que ça arrive de nouveau. J'essaie juste quelque chose. Là, parce que j'étais en double son. Euh, Parce qu'en fait, en effet, on est diffusé en direct là sur LinkedIn. J'ai l'impression que ça fonctionne. Je vais rester ouvert sur les deux écrans. N'hésitez pas à nous dire si N'hésitez pas, l'accès est en l'accès direct. est en direct, hein, c'est ce que je vois. Je suis venue sur le profil de Vanessa. Le lien de l'événement n'est pas opérationnel. Ah, alors j'espère que Alors, les. On va faire au mieux. On vous avait dit, il faut bien qu'il y ait des couacs hein, quand on a une première capacité d'adaptation. C'est une des bases de la sophrologie. ok, ça marche. N'hésitez pas à nous dire dès que vous arrivez, voilà, nous faire un petit Ouais. bonjour, si vous entendez bien ou si il y a un petit souci. Bon, dans tous les cas, il y aura le replay. Donc, on repartagera de toute façon le replay pour les personnes qui ne nous ont peut-être pas rejoints dès le début. Mhm. Bon, eh bien, on va continuer. En tout cas, ouais, il y en a qui me disent par le profil. Il faut que les personnes nous rejoignent par le profil. Bon, ok. Bon, bah, merci pour cette information, en tout cas. Ça nous servira Euh, pour les prochains. c'est ça, on apprend, hein, tout est apprentissage. C'est ça. Euh, donc, si on poursuit. Donc, nous avons donc les 6 champs de la QVCT et on va les reprendre peut-être d'une manière un petit peu plus précise. En commençant peut-être par la notion justement des pratiques managériales de manière globale. Les pratiques managériales, ça va être évidemment tout ce qui va pouvoir donner du sens au travail et à notre quotidien. Alors, ça va être le sens que nous, personnellement, on va donner à notre travail, mais aussi en tant que manager, le sens qu'on va pouvoir transmettre à nos équipes. C'est comment aussi on permet à nos équipes eh bien, d'être bien dans leur activité, de connaître et de comprendre la direction vers lesquelles on a envie de les emmener. Et tout ça, ça peut se faire notamment aussi par ce qu'on appelle les feedbacks. Donc les feedbacks, ça va être tout ce qui nous permet de dire à nos équipes à un moment donné ce qui va peut-être moins bien, les axes d'amélioration, peut-être ce qu'on peut corriger, ce qu'on peut ajuster. L'objectif étant de pouvoir communiquer, en tout cas ensemble, sur cette question de ce qui va ou ce qui va moins bien et non pas forcément de le garder parce que parfois on garde et au bout d'un moment on peut générer par exemple des conflits ou ce genre de choses parce qu'on s'est mal compris, juste parce qu'il n'y a pas eu de feedback en fait sur la manière dont ça s'est passé. Donc ça va aussi engager ce qu'on appelle la reconnaissance, comment je favorise la reconnaissance aujourd'hui. Euh, Merci Aline, je suis désolée, je suis en même temps sur le merci Aline d'expliquer aux autres. Merci beaucoup pour ce partage et ce soutien. Donc, on va aussi en effet avoir la question de favoriser la reconnaissance. Alors, la reconnaissance, on peut évidemment la favoriser par la rémunération, mais pas que. Et on voit aujourd'hui que la rémunération, eh bien, c'est pas forcément ce qui va être recherché. C'est une partie de ce qui est recherché pour reconnaître nos activités, la manière dont on travaille. Mais il peut y avoir aussi justement cette question du feedback qui va être très importante pour permettre la reconnaissance auprès de mes équipes. Ça peut être juste de leur dire un merci, de reconnaître, peut-être de les féliciter sur le fait qu'ils aient réussi eh bien, une mission qui leur avait été demandée, dans les délais peut-être qui leur avaient été demandés, les remercier peut-être pour l'investissement. Donc cette notion de la reconnaissance, elle va être très importante. Ça peut être aussi, par exemple, eh bien, par le fait de donner des responsabilités. Donc, c'est de créer aussi, sur cette question des pratiques managériales, un management de proximité. Comment aujourd'hui je permets la fluidité peut-être dans les échanges avec mon manager? Est-ce qu'il est présent? Est-ce que si j'ai le besoin, eh bien, je peux rapidement le solliciter ou non? C'est toutes ces pratiques-là qui vont dans la démarche QVCT, justement pouvoir être réfléchies et ajustées. Complètement. J'en profite pour dire bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. A priori, voilà, Ouais. il y avait un souci de lien.
Donc pour poursuivre sur le contenu du travail, donc qu'est-ce que ça comprend? Même si peut-être que ça vous parle quand même, de façon assez évidente, mais c'est déjà la clarté du travail. Alors on va souvent parler, on l'a pas écrit là, mais de travail prescrit et travail réel. Donc c'est, finalement, est-ce que vous possédez une fiche de poste? Ça, c'est pas toujours le cas. Et pourtant, c'est aussi ce qui permet de clarifier le travail. Donc, ce qu'on appelle le travail prescrit, c'est OK, concrètement, qu'est-ce que j'ai à faire? Quels sont mes objectifs? Comment je dois le mener? Par quels moyens? Mais il y a également le degré d'autonomie dans le travail. C'est est-ce que finalement j'ai un contrôle permanent peut-être de ma hiérarchie? Ou est-ce que j'ai une marge de manœuvre? Évidemment, on ne va pas le vivre de la même façon. Certains ont besoin de plus ou moins de cadres. Donc, voilà, certains ont besoin d'être approuvés systématiquement par rapport à leurs décisions. Et puis d'autres auront davantage besoin d'autonomie dans leur travail. Les moyens donc pour réaliser le travail, c'est OK, c'est une chose de savoir où est-ce qu'on va, que doit-on faire précisément, mais si on n'a pas forcément les moyens associés justement pour répondre à ces objectifs, là, ça va coincer et on ne peut pas parler de qualité de vie au travail si les moyens ne sont pas pris en compte. Quand on pense moyens, on a évidemment les moyens matériels, les moyens, voilà, les outils à disposition, mais également les moyens financiers hein, qui permettent aussi par exemple, de débloquer des budgets pour mener des actions qui vont répondre aux objectifs fixés. La clarté des consignes, donc voilà, ça revient aussi à la clarté au travail, même si la clarté au travail est une notion un peu plus large. La gestion de l'activité, donc voilà, chacun va devoir gérer son activité soit de manière autonome ou de manière, alors ça dépend également si on travaille en équipe ou pas, si on se répartit le travail. Et donc j'en viens au dernier point qui est la répartition aussi de la charge de travail. Il y a une différence entre la répartition du travail et de la charge de travail. Est-ce que finalement la charge est plutôt équitable? Est-ce qu'elle est aussi en cohérence par rapport au temps de travail dont vous disposez? Voilà, ça aussi, ce sont des questions à prendre en compte, notamment dans la contractualisation au démarrage d'un poste, donc d'une prise de poste, et puis qui peut être réajustée au fil de l'eau, effectivement, en fonction des évolutions. Donc, on va voir aussi également la question de la santé au travail, hein, donc qui va être une prise en compte de la santé, mais vraiment de manière globale, parce que la santé, ça va engager beaucoup de choses. Ça va être la santé physique, psychique, émotionnelle. Ça va être aussi en lien avec tous les risques professionnels qui peuvent être présents par rapport au poste qu'on tient. Ça va être de diffuser, bien évidemment, justement, le document unique qui va répertorier ces risques et qui va nous permettre d'envisager un petit peu bien comment on peut, alors avec les 3 niveaux, hein, primaire, secondaire, tertiaire, ou comment aussi on peut prévenir les situations de risque. Évidemment, ça va être la mise en œuvre du plan d'action pour justement engager cette démarche et le travailler, on va dire, marche par marche aussi. Aménager les lieux et les postes de travail. On a aujourd'hui, on le voit, hein, de plus en plus de personnes qui se retrouvent alors en situation de handicap reconnu ou non aussi, et c'est comment on peut les maintenir dans leur poste aujourd'hui, parce qu'on peut être beaucoup à avoir une situation de santé qui se dégrade et pour lesquels bien notre poste n'est peut-être plus totalement adapté. Et il suffit parfois de pas grand-chose pour pouvoir le rendre accessible de nouveau. Donc il y a toute cette question de l'aménagement du lieu dans lequel on travaille et du poste en tant que tel qu'on peut tenir. Et puis évidemment, travailler aussi autour de la question de l'optimisation des déplacements professionnels qui engendrent beaucoup de fatigue, qui peut engendrer des difficultés de concentration, etc. Donc, comment j'optimise les déplacements pour pouvoir réduire aussi la fatigabilité de mes équipes et les rendre aussi plus productives et plus performantes dans ce sens. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, l'idée c'est aussi qu'on puisse rebondir le moment venu si nécessaire. Donc, concernant les compétences, le développement des compétences et les parcours professionnels, donc ça englobe effectivement plusieurs niveaux. Il y a d'une part déjà le parcours d'intégration à partir du moment où finalement il y a un nouveau collaborateur qui intègre l'équipe et l'organisation.
Donc ça nécessite aussi des ajustements au sein de l'équipe. Et puis, c'est favoriser cette intégration par divers moyens. C'est-à-dire que peut-être ça peut commencer par du tutorat ou prendre un temps d'échange avec chaque membre de l'équipe, suivre une formation. Donc voilà, ça commence dès le premier jour finalement en entreprise. Les entretiens individuels, évidemment, et entretiens annuels. Donc là, avec des objectifs voilà, ciblés également, c'est aussi faire part de ses besoins, de ses souhaits d'évolution. Comment vous voyez dans les mois, années à venir? Est-ce que vous avez des souhaits particuliers? Puisque effectivement, on est humain, on a tous ce souhait d'évoluer d'un moyen ou d'un autre. C'est-à-dire qu'on peut être sur de l'évolution soit horizontale, à même niveau hiérarchique, ou verticale, si voilà, on est dans le cadre d'une promotion, par exemple. Donc ça, c'est à prendre en compte. La gestion des compétences, la fameuse GPEC également, et puis le plan de formation. Donc tout ça, ça va évidemment contribuer à faire évoluer les compétences en interne des collaborateurs et du coup favoriser aussi la qualité de vie et le bien-être des collaborateurs, mais également la valeur de ce que ça peut apporter au sein de l'organisation. L'adaptation des compétences, puisqu'effectivement, on évolue sur un marché mouvant. De toute façon, les compétences sont assez et de plus en plus vite obsolètes. Les compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills, compétences dures. Donc, c'est aussi pouvoir s'adapter au marché et du coup se former régulièrement. Donc, voilà, on peut utiliser un certain nombre de dispositifs à disposition pour pouvoir développer ses compétences, soit par des formations internes ou des formations externes. Donc, on va voir également les relations sociales. Donc, c'est comment je favorise justement les relations sociales au sein de mon organisation, peut-être en permettant des temps collectifs, participatifs, pour permettre à chacun d'évoquer peut-être ses idées, peut-être sa manière de voir le poste, l'évolution, etc. C'est comment je laisse vraiment la place à la communication et à l'échange aussi au sein de mes équipes, au sein de mon organisation. Ça va être aussi l'organisation d'espaces de réunion. Pour beaucoup, je pense, ça va parler à beaucoup de monde. On est souvent, voilà, ce qu'on dit, la tête dans le guidon, on court dans tous les sens. Et dans une équipe de travail, eh bien, parfois, juste, on se croise. Et quand on a un temps dédié à une réunion d'équipe, eh ben, dans ce temps, on a tellement de choses à y mettre qu'en fait, ça part un peu dans tous les sens. Donc, il y a vraiment cette notion où comment je travaille à favoriser ces relations sociales, mais aussi à les cadrer pour que ça me permette d'échanger et vraiment d'avoir un apport qui soit positif pour avancer tous ensemble. Donc ces espaces de réunion, ils vont être très importants. C'est aussi des espaces qui vont nous permettre justement de partager l'information, peut-être des informations que j'ai obtenues moi de manière informelle et qui me paraît important de retransmettre. Et ça va être aussi comment favoriser ce dialogue social parce que l'ambiance de travail, elle est aussi très importante et elle fait partie intégrante du sens aussi qu'on va donner à notre travail. Et donc cette notion de dialogue social et d'échange va être aussi très important à prendre en compte. Oui, et puis enfin, donc on a l'aspect évolution et égalité professionnelle. Alors là, l'évolution des responsabilités, ça vient aussi en lien avec ce que je disais précédemment par rapport aux compétences. L'égalité, évidemment, alors homme-femme ou femme-homme, on le prend dans l'ordre de son choix. Il y a une obligation également pour les organisations de réaliser des bilans sociaux d'égalité homme-femme. Donc justement pour favoriser cette parité et en lien avec cette évolution, c'est aussi pouvoir croiser les données par rapport au ratio en fonction du nombre de cadres, d'employés, de techniciens et agents de maîtrise par catégorie genrée. Et enfin, donc la promotion de la diversité et de l'inclusion, donc là de manière plus large, puisque ça va inclure effectivement, par exemple, des personnes en situation de handicap. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Voilà, on va avoir évidemment cette parité homme-femme, effectivement, et puis ça peut être des personnes qui peuvent être plus éloignées du milieu de l'emploi, qui peuvent être favorisées dans le cadre de cette diversité, avec également une diversité sur des cultures, des origines différentes.
On en vient aussi au principe de non-discrimination, notamment dans le cadre des recrutements, qui n'est pas toujours appliqué, mais qui est effectivement pourtant une richesse pour les organisations, à partir du moment où elles s'adaptent et elles mettent les choses en place. Voilà, donc cette professionnalisation dont on parlait également par rapport à la dimension compétences. Alors donc là, on a vu voilà, qu'il y avait 6 champs, hein, donc on est sur quelque chose de très, très global et en effet de très complexe parce qu'on voit bien que chaque champ interagit potentiellement avec les autres. Nous, on a fait le choix aujourd'hui de faire un peu l'entonnoir et d'aller cibler un peu plus en profondeur la question de la santé au travail. La santé au travail, elle va regrouper, on va pouvoir le voir, différents risques. Alors moi, pour ma part, mais je pense que Tiffany aussi de ton côté, moi, ça va être plutôt vraiment ce sur quoi je vais pouvoir agir, tout ce qui va être autour des TMS, hein, les troubles musculo-squelettiques, tout ce qui va être autour des horaires atypiques ou des risques psychosociaux. Alors, c'est là où souvent on va me dire quand je peux échanger avec des entreprises, mais je vois pas trop en quoi la sophrologie en fait peut être utile aujourd'hui par rapport à mes équipes. Donc, je rebondis sur le commentaire, je crois, de Jean, Kevin tout à l'heure. Donc, la sophrologie, concrètement et en quelques mots, c'est quoi? Parce que beaucoup de monde en entend parler, mais alors concrètement, expliquer ce que c'est, ça reste un peu compliqué. Souvent, on me dit, bouge, c'est de la respiration, c'est de la méditation. Alors, on est sur quelque chose de plus complexe. On est sur une discipline, la sophrologie, qui a été créée dans les années 60. Donc, c'est pas récent, hein, par le professeur Caicedo, qui était un neuropsychiatre. Et c'est une discipline où on va venir interagir avec les 3 structures de l'être humain. On est tous fait pareil, on fonctionne tous de la même manière, avec un corps, un mental et des émotions. Et au quotidien, eh bien, on peut se retrouver avec une de ces structures qui se déséquilibre par rapport aux autres. Et la difficulté, c'est que s'il y en a une qui se déséquilibre, vu qu'elles sont toutes les 3 en lien, eh bien, c'est tout le système qui se déséquilibre. Donc, par exemple, si on est dans une situation de changement qui nous génère des peurs, par exemple, beaucoup d'appréhension, on se projette, on ne sait pas trop où on va, eh bien, ça va pouvoir nous mettre en tension physiquement. Et ces tensions physiques vont pouvoir avoir le don de nous agacer parce qu'avoir mal ou se sentir un peu tendu, c'est pas forcément agréable. Donc, on voit comment on peut se déstabiliser et se déséquilibrer dans notre fonctionnement au quotidien. Et la sophrologie, elle va venir justement avec différents outils, hein, la respiration, la visualisation, la détente musculaire, eh bien apaiser, que ce soit le corps, que ce soit la charge mentale qu'on connaît bien dans notre société, ou les émotions, pour avoir cette capacité de nous-mêmes, encore une fois, de nous remettre acteurs de notre bien-être et de pouvoir nous réajuster pour nous sentir le mieux possible. Donc, de quelle manière on peut intervenir? Autour des TMS, des troubles musculo-squelettiques, eh bien, on va pouvoir intervenir justement par la mise en mouvement et par le fait d'apprendre à écouter son corps. Parce que dans notre société, on est beaucoup à se dire, ouais, j'ai un peu mal là. Par exemple, je dis n'importe quoi, je suis maçon, j'ai un poste super physique où eh bien, je vais avoir du port de charge à longueur de journée. Si mon fonctionnement, comme on me l'a appris, c'est plutôt bah, te plains pas forcément, tu as un peu mal, c'est pas grave, tu peux aller chez l'ostéo ou attends 2-3 jours, ça va passer. Le problème, c'est que quand votre corps il a créé une alerte et qu'il vous a dit qu'il y avait une douleur, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est qu'il vient exprimer quelque chose pour que vous puissiez vous mettre en action pour peut-être agir différemment. Et justement, avec la sophrologie, dans l'entreprise, c'est sur ça qu'on va venir travailler, notamment autour des TMS, l'écoute du corps et avoir la capacité à se détendre et à relâcher les tensions. On va aussi intervenir autour des horaires atypiques. Comment? Eh bien, peut-être en travaillant la notion de concentration. Quand on a des horaires atypiques, on peut avoir, avec une fatigue qui peut s'installer, des difficultés cognitives, avoir un peu plus de mal à mémoriser, peut-être à se concentrer justement sur des temps un peu plus longs. Eh bien, avec les outils de la sophro, on va pouvoir permettre de favoriser la concentration. On va pouvoir également travailler sur cette notion de récupération. Comment je récupère de l'énergie? Il y a plein de choses qui existent pour récupérer de l'énergie. On ne l'a pas appris à l'école, malheureusement. Donc voilà, avec la sophro, on va venir travailler vraiment autour de ces différents champs et donc ça peut être utile potentiellement aujourd'hui eh bien, à tout salarié ou à tout agent dans la fonction publique également. On peut nommer effectivement les risques de chute et de glissade. Alors effectivement, il y a des contextes dans lesquels les chutes et les glissades peuvent être plus fréquentes, hein, et d'ailleurs c'est aussi ce qu'on va juger au moment de la réalisation du DUERP sur la fréquence. En fait,
les chutes et la glissade, effectivement, parfois on ne voit pas forcément où est-ce qu'on pourrait améliorer ce qu'on a déjà mis en place par rapport à ça, mais ça peut être des choses toutes bêtes sur une rampe d'escalier en fait qui manque et qu'il faudrait peut-être de l'autre côté de l'escalier, alors que finalement, voilà, instinctivement, on ne penserait pas forcément à ce risque-là, mais pour autant, il n'est pas anodin et il peut y avoir des accidents de travail rien que pour par exemple, un manque de rampe. Les glissades, effectivement, par exemple, voilà, quand il y a des surfaces humides, effectivement, mettre un panneau, attention, voilà, vigilance, sol glissant. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais auxquelles il faut être vigilant pour une bonne santé au travail. Et on peut peut-être aller un petit peu plus loin, en effet, sur la question des risques psychosociaux. Alors, les risques infectieux, pardon, on n'a pas vu, mais les risques infectieux et chimiques et liés aux agents physiques. Donc, effectivement, ils sont existants. On ne va pas forcément s'attarder, d'autant que je vois que ça fait déjà 40 minutes, donc le temps file. Mais par contre, on peut évidemment nommer voilà, les bruits, tout ce qui est vibration, l'éclairage. Ainsi, on travaille sous néon ou avec un bruit constant, notamment c'est le cas à l'usine, mais ça peut être aussi en open space. C'est difficile de se concentrer et à un moment donné aussi, on peut perdre en audition avec des bruits permanents. Tout ce qui va être radiation, rayonnement, les champs électromagnétiques aussi, hein, certains, ils sont plus ou moins sensibles et puis voilà, toute l'ambiance finalement globale. Et puis les risques effectivement liés au déplacement qui sont assez courants, mine de rien. Je n'ai pas forcément de chiffres par rapport à ça, mais c'est aussi bien les déplacements dans le cadre du travail, mais aussi pour aller au travail ou en revenir. C'est bon. Alors, par rapport aux risques psychosociaux, alors là, donc, on va s'appuyer sur des données de l'INRS, alors qui remontent à 2019. Donc, finalement, les données chiffrées que vous voyez sont à relativiser, puisqu'effectivement, depuis le Covid, il va y avoir quelques changements. Mais déjà, pour reprendre, qu'est-ce que c'est les risques psychosociaux? Parce que c'est un gros mot, on va dire. Ça reprend effectivement, alors ça, vous le connaissez tous, ou on l'a tous connu par le passé et on le connaîtra tous à l'avenir aussi, c'est le stress. Maintenant, à des degrés évidemment différents. Ce qui va être causé aussi par un déséquilibre finalement entre les contraintes et les ressources que l'on a pour y faire face. Et donc, c'est justement quand c'est durable aussi, hein, quand on n'a pas forcément les ressources pour faire face à ces contraintes liées à l'environnement et enfin voilà, de multiples facteurs, que ça va pouvoir être dangereux, on va dire, pour sa santé. Si ce n'est que ponctuel, voilà, bon, c'est passager, il n'y a pas à s'inquiéter. Maintenant, tout ce qui concerne les violences, qu'elles soient internes ou externes, donc là, quand on entend violence, ça peut aller des insultes, des menaces, des conflits, mais ça peut aller jusqu'à du harcèlement. Donc, quand on parle de harcèlement moral, sexuel, physique, donc voilà, ils peuvent être multiples. Et effectivement, là, il faut vraiment être en alerte sur ces conditions-là, et d'autant que quand il y a une personne qui est harcelée, en général, il peut y en avoir plusieurs dans l'organisation. Donc, ça peut avoir des conséquences évidemment pour le salarié et puis évidemment pour l'équipe au sens large, mais pour le salarié plus ou moins grave, ça peut aller donc des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques que l'on a cités, la dépression ou l'anxiété. Ça peut aller jusqu'à l'épuisement professionnel et dans le pire des cas, jusqu'au suicide ou aux tentatives de suicide. Donc voilà, moi je sais que dans mes consultations, j'ai quand même une grande part de mes patients qui me consultent dans le cadre d'épuisement professionnel, burn-out, avec effectivement une bonne dose de stress, mais aussi parfois des cas de harcèlement et de violence parfois. Alors notamment, les violences externes ont pu être exposées, surtout quand on est exposé à du public, hein, que ce soit des clients, des bénéficiaires en fonction du lieu dans lequel on travaille. Avec des publics de plus en plus difficiles, on voit hein, aussi là de plus en plus, pour avoir été dans le secteur de l'insertion et échanger encore beaucoup
auprès des conseillers à l'emploi, c'est que on a aussi des publics de plus en plus avec des problématiques sociales et donc là, du coup, des agressions un peu plus récurrentes, on va dire. Voilà, je ne vais pas revenir sur les chiffres de l'INRS, mais ça vous donne un aperçu. Alors, une petite question, justement, maintenant, à votre avis, selon vous, quel est aujourd'hui là le pourcentage des Français qui vont estimer que ces difficultés psychologiques-là, eh bien, on les retrouve de plus en plus dans le travail? Si vous aviez un chiffre à donner, selon vous, ce serait lequel? Donc, on vous laisse le temps peut-être de nous mettre en commentaire dans le chat. Donc, à votre avis, quel serait le pourcentage des Français qui estiment que ces difficultés psychologiques, eh bien, on les rencontre de plus en plus souvent dans le cadre du travail. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Alors, on a 68%. qui nous dit 68. Je sais pas, tu peux en mettre plusieurs des réponses là côte à côte ou pas? Alors, je sais pas, je vais voir en fonction si on en a d'autres. Donc, dites-nous selon vous. Il n'y a pas d'erreur, vous inquiétez pas. Alors, j'essaye. On tente? Non, c'est un par un. Bon, au moins Donc, au moins 60. 60. Alors, on a 50. Est-ce qu'il y aurait d'autres Je pense personnes que vous qui... serez étonnés, hein. Bon, Pas on forcément va dans pas le bon vous faire, sens. on va pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, on est à plus, hein. On est à plus. On avait, voilà, 35. Donc, on est à plus puisqu'on est aujourd'hui à 91%. Alors, Inès se rapprochait avec le 80%. Donc, en effet, selon une enquête qui a été réalisée par le cabinet Alan et Harris Interactive, ça révèle qu'aujourd'hui, les salariés français ne veulent plus choisir en fait entre le bien-être mental et la carrière. Donc, aujourd'hui, on a 3 chiffres clés qui ressortent de cette étude. Donc 91% des Français estiment aujourd'hui que ces difficultés psychologiques, eh bien, elles sont de plus en plus répandues. Et je pense que de manière globale, hein, on le voit autour de nous, dans les équipes dans lesquelles on peut travailler, dans les échanges qu'on peut avoir, on voit bien que c'est quelque chose qui, malheureusement, évolue et pas forcément dans le bon sens. On a également donc 71% des salariés qui ont pu faire face à une difficulté psychologique et qui, suite à cette difficulté, eh bien, ont une envie de changement profond. Alors, soit c'est de changer de poste, de faire une reconversion professionnelle ou... alors, ah, pardon, je crois que j'ai perdu Tiffaine. Ah, j'ai perdu Tiffaine. Alors, les aléas du direct. On va peut-être attendre. Tiffaine va revenir. Alors, j'espère que ça n'a pas coupé pour vous. N'hésitez pas à me dire. Alors, Tiffaine revient. Ouais, Enfin, j'espère. C'est et bon? ouais, Tu es revenu. un petit problème de connexion. Ma connexion a sauté, les aléas du direct. Du Eh coup, oui, c'est ça. Ça arrive. je n'ai plus Alors, l'historique. je te laisse repartager le, Ouais, hop. le petit, voilà, la petite présentation qui repart au départ. Alors, hop là. Voilà, nous en étions. Donc, je disais, donc une envie de profond changement. Merci Inès. Alors, je crois qu'on a un décalage entre vos commentaires, le moment où on les voit et le moment où vous les postez, parce que tout à l'heure, il y a eu un décalage. Donc, merci Inès. Donc 71%, c'est quand même beaucoup de personnes qui ont envie justement de changement profond. Donc soit voilà, changer de poste, aller vers une reconversion, voire quitter l'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important de se dire, parce que souvent je trouve qu'on entend en fait, j'ai envie de tout changer. Ça va pas, j'ai envie de tout changer. Il y a des possibilités de pouvoir modifier des choses dans la structure, dans l'organisation, avant de penser à en partir. Sauf que tout ça, c'est un travail d'équipe. C'est pas vous tout seul. Vous tout seul, vous pouvez mettre des choses en place pour vous-même, pour appréhender peut-être les situations un peu différemment, travailler sur vous, sur votre manière de fonctionner. Mais il y a aussi tout le contexte de l'entreprise qui est peut-être à un moment donné à réfléchir. Et ça se fait, c'est possible. Donc, c'est aussi d'avoir ça en tête, je pense que c'est important de le rappeler. Et puis, on a Juste, 85%. Oui,
J'aimerais rebondir sur ce chiffre-là, là, des 71%, Mmh, puisqu'effectivement, moi, je le rencontre très souvent, puisque en accompagnant les transitions professionnelles. Et je dis toujours que ce qu'il faut différencier, c'est différencier le métier, l'environnement de travail, les conditions de travail, en fait, finalement, tout ce qu'on vient de voir, à grosso modo, mmh, puisqu'il y a souvent un amalgame qui est fait entre ah oui, de toute façon, je me plais plus, voilà, il faut que je change carrément de métier et que je me reconvertisse. Alors que finalement, parfois, en analysant bien, on se rend compte que le métier ne pose pas problème en soi et parfois, il y a même justement un amour du métier. Ça peut aller jusque-là. Et, mais par contre, c'est l'environnement qui n'est pas forcément sain pour la personne et qui ne s'épanouit pas dans cet environnement-là ou dans cette manière de travailler. Puisque des fois, il suffit, alors ça peut passer par un changement de statut. Hein, parfois, c'est j'exerce mon métier mais de manière différente. mmh, Peut-être que je passe du salariat à l'entrepreneuriat ou je reste dans le salariat, mais par contre, les moyens que l'on me donne sont différents. Et donc, finalement, j'apprécie de travailler comme mmh, ça, mais dans un autre contexte. tout à fait. Alors je rebondis juste sur ce commentaire. Oui, c'est bien 71% des personnes qui ont subi, des difficultés. Tout à fait. Oui, Et donc 85%, donc des salariés déclarent que l'amélioration du bien-être mental renforcerait, justement leur fidélité à l'employeur. Mieux on se sent et mieux on a envie de rester aussi, dans la structure dans laquelle on est. Donc c'est vrai que cette question de l'amélioration du bien-être, c'est, je pense aussi pour ça qu'aujourd'hui elle est, au cœur des préoccupations, de toutes les entreprises, de toutes les organisations. Oui, c'est donc ça. Hop. Pardon, c'est bon. vas-y. Donc, le bien-être au travail est effectivement un synonyme de performance et de productivité. Hein. Jusqu'ici, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, pour vous donner des chiffres, c'est pas du tout pour vous alarmer, bien que ce soit alarmant. Donc, selon l'OMS, toujours, la France est quand même au troisième rang mondial des pays recensant le plus grand nombre de dépressions liées au travail. Je précise bien liées au travail, puisque on n'est pas forcément les champions de la dépression, même si on est grands consommateurs d'antidépresseurs. Mais par contre, lié au contexte du travail, voilà, on est quand même troisième au rang mondial. Donc, ce qui permet quand même de remettre les choses un peu en perspective et donc il est temps voilà, d'agir là-dessus. Le coût de l'absentéisme dû au mal-être est de 3 500 € par salarié et par an. Donc, ça fait à peu près 7% de la masse salariale en France. Je ne sais pas si vous vous représentez quand même ces Mmh. chiffres-là, ce qui est mirobolant. Et donc là, si on va sur les chiffres de l'INRS, donc qui avance un coût de 2 à 3 milliards par an, que fait peser le stress au travail, là, pour le coup, sur l'économie française. Donc, autrement dit, si on veut agir sur l'économie, bah, agissons déjà sur la santé. Donc, Tout à fait. il y a un véritable enjeu sur lequel les institutions peuvent s'emparer. Après, voilà, c'est pas nous qui faisons les politiques, mais on peut en tout cas insuffler un mouvement par rapport à ça. Et donc l'agence européenne, là, pour le coup, on est plus largement, pour la sécurité et la santé au travail, a quant à elle donc chiffré le coût du stress au travail à 617 milliards annuels. Donc voilà, ça met un peu en perspective ces chiffres-là. Ça donne un Je ne sais peu pas le s'il y a des vertige, en effet. employeurs parmi nous, mais Mais n'hésitez pas à réagir d'ailleurs si vous le souhaitez, hein. Je pense que quand je vois l'heure, on va déborder. Mais enfin, je pense que c'est important qu'on prenne aussi le temps justement de pouvoir peut-être échanger autour de tout ça. Est-ce que tu aurais, j'ai Christelle Fontenelle qui nous demande, est-ce que tu aurais l'année pour les chiffres? Je les ai pas de oui. mon Alors côté. ça date de 2021-2022, ces chiffres-là, Donc on est vraiment sur les chiffres là après Covid aussi, parce que le après contexte Covid. sanitaire est venu aussi Voilà, fortement impacter et modifier complètement. beaucoup de choses. Donc, Mmh. ok, parfait. Bon, continuons. Alors je te laisse peut-être continuer sur cette Ouais, partie-là. d'accord. Alors, donc, quels sont les facteurs qui dégradent notre santé mentale en emploi selon vous? Ouais, n'hésitez pas à écrire dans le chat, pareil, comme ça vous vient.
qu'est-ce qui dégrade notre santé mentale? Je pense que vous avez un Peut-être tas en partant d'exemples en de plus. c'est ça, peut-être partez de vous aussi, directement en vous Mmh. disant: «Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que, je sens que ma santé mentale elle est plus ou moins bonne dans ces cas-là ou que ça vient travailler dessus?» De vous ou de votre équipe, de voir peut-être les personnes autour de vous. Ça peut être aussi en voyant un petit peu nos amis, comment ils fonctionnent. Le manque de reconnaissance, ouais. Ouais, on a le manque de reconnaissance. Le stress, Ouais, ouais. Le le management. management mal adapté. Mmh. Mmh. Est-ce que Ça pour nous fait vous, ce déjà sont, oui, il y a 3 réponses, on va venir compléter. La liste n'est pas exhaustive parce qu'effectivement, c'est multifactoriel, ça. hein, et puis certains sont plus sensibles à d'autres, à certains facteurs. Ouais, Donc, je te laisse, peut-être, mettre la slide suivante. Charge de travail, voilà, oui, tout à fait. ouais, L'intensité du travail, effectivement, qui est enfin, c'est quand même 2 choses différentes, la charge de travail et l'intensité du travail, mais on peut les relier. Les exigences émotionnelles, l'incompréhension des employeurs, oui, OK. Les exigences donc émotionnelles, je disais le manque d'autonomie, le le pire face au coût du stress et des RPS dans leur globalité, c'est, ce que rapporte à l'entreprise l'investissement dans la prévention. Oui, bah oui, oui. manque de considération, Si. très bien. Les relations dégradées donc entre collègues, les conflits de valeurs, l'insécurité, vis-à-vis de l'avenir. Je sais pas pourquoi le diapo est coupé donc c'est pas Mais grave. oui, c'est ce que je vois. Et tout à fait. J'avais vu, ce chiffre-là également, Steve. 1 € investi dans la prévention peut rapporter 2 € par an et par salarié à l'entreprise. Donc Mmh. vous imaginez bien les sommes que ça peut rapporter. Mais sauf que alors en France, on est, davantage quand même dans le curatif que dans le préventif. On attend, voilà, qu'il y ait urgence et qu'il y ait, une situation grave pour, s'alarmer, alors Pour qu'en agir. réalité, on ferait beaucoup plus, d'économies en agissant en amont, effectivement. Mmh. Donc on voit qu'on a quand même, beaucoup de facteurs qui peuvent, potentiellement dégrader, notre santé mentale. Est-ce Mmh. que tu voulais rajouter autre chose, Tiffaine, sur cette, slide? Non, après c'est vrai que, moi après dans mon expérience, dans tout ce que je perçois, alors effectivement il y a l'intensité du travail qui s'est, enfin le travail s'est intensifié, avec notamment les nouvelles technologies, puisqu'on est dans l'automatisation, la mécanisation et ce qui fait que finalement, le rythme de travail s'est vraiment accentué. Et puis, effectivement, on peut automatiser des choses, mais finalement, même si ça nous fait gagner du temps sur certaines tâches, en réalité, on optimise, on est toujours dans cette quête d'optimisation finalement et on le voit, hein, enfin, partout dans les organisations, voilà, sur la gestion du temps, les coachings et cetera. Donc oui, il y a aussi ces travers en fait, hein, c'est pas forcément que c'était mieux avant, mais il y a aussi le fait que, on parlait beaucoup de pénibilité, au travail d'un point de vue, physique, et aujourd'hui finalement, la pénibilité est davantage mentale. Et on le voit bien, on travaille aussi de plus en plus en télétravail, certes, c'est pas forcément tant la pénibilité physique, mais par contre, Mmh. voilà, sur le point de vue mental, il y a eu de grosses dégradations, on va dire. Et les conflits Et de puis valeurs, moi, j'en pense beaucoup, ouais. et je reviens à ce que tu parles en effet des technologies et du télétravail, c'est aussi aujourd'hui, un écart qui est de moins en moins présent, voire qui disparaît entre la vie pro et la vie perso, vu que justement ça nous suit, la nouvelle technologie. Il y a Mmh. parfois cette incapacité pour certaines personnes à vraiment, couper et faire une rupture entre, la vie privée et la vie professionnelle et ça vient engager aussi, des difficultés plutôt de Complètement. l'ordre, en effet, de la charge mentale et du mental de manière générale, quoi. Et donc d'où, voilà, les exigences émotionnelles également. Mmh Mmh. mh. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
N'hésitez pas, s'il y a des questions, on les reprendra au fur et à mesure. Euh, donc peut-être qu'on peut aller voir à l'inverse, parce qu'on parle de dégradation, mais on peut aussi favoriser hein, une bonne santé mentale. Et heureusement, selon vous, est-ce que vous avez des leviers qui peuvent être actionnés justement pour favoriser une bonne santé mentale en emploi? Peut-être des choses que vous-même, vous utilisez, vous faites dans le quotidien, ou n'hésitez pas à nous partager. Bon, pour ceux qui reprennent le travail, je ne sais pas s'il y en a qui reprennent à 13h, mais pourraient nous suivre par la suite en replay. Oui, tout sera repartagé. Alors, y a-t-il des leviers? Former Oui. les managers. Ok, former les managers en quoi? Sur quel sujet? La communication. Donc pareil, la communication, du coup, avec les managers, entre salariés, des espaces de partage. Ok. Alors quand tu dis espace de partage, est-ce que c'est type groupe de parole, ou est-ce que c'est plutôt type réunion, ou à la salle de pause, salle déjeuner, etc. Machine à café, bien-être des équipes, ok. Alors ça reste large. Bien-être Ouais, des équipes, mais encore. c'est large, le dialogue, c'est ça. Ok. Donc, en effet, voilà, tout ça, c'est juste, on va pouvoir voir enfin pas tous les Oui. leviers, mais un certain nombre de leviers. Mhm. Communiquer, formation, proposer des temps de répit préventif, action collective pour cohésion, team building. Ok. Ok. Complètement. En effet. Donc, on va aller creuser un petit peu plus, en effet, sur quoi on peut agir, former les managers à la bienveillance. Personne impactée de parler librement. Faire voilà, la formation premier secours en santé mentale. Oui, je vous la recommande. Eh oui, elle est nécessaire, tout comme on est habitué à faire la formation SST ou les premières formations à PSC1. Ouais, Celle-ci devrait être complètement. intégrée aussi de manière presque obligatoire, moi je dirais. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, ce qui est assez fou, enfin, moi, je sais quand je l'ai faite, on m'a dit qu'il y avait assez peu d'organisations qui la mettaient en place. Beaucoup des démarches individuelles, et c'est Mm, dommage. tout à fait. Parle déjà par Faux Café, mais nombre d'autres ont peur de dire qu'ils sont pas bien. Oui, oui, effectivement, c'est vrai qu'on a toujours encore cette vision de au travail, il faut surtout pas exprimer ses émotions, ou en tout cas, pas sa tristesse Et, ni sa colère. Donc, j'en c'est un j'en autre sujet. profite pour peut-être rebondir justement sur Oui. la slide suivante. Donc, en effet, on va avoir en tout cas selon nous différents leviers qui peuvent être utilisés. Et là, on va en avoir trois. Alors, en effet, que vont penser mes équipes? Je la partage juste pour que tout le monde y ait accès. Ou que va penser mon manager si je dis que je suis mal au travail? Ah, ça, c'est une grande phrase qu'on entend souvent. Alors, pour nous, il va déjà y avoir l'importance déjà de pouvoir venir combler ce qu'on appelle les besoins primaires pour favoriser l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, on va y intégrer différentes choses. L'alimentation, on va y intégrer le sommeil qui va être la base de la récupération pour être justement plus performant dans l'entreprise, plus concentré, moins fatigué. L'activité physique, alors quand on parle d'activité physique, on ne parle pas forcément de sport. Je suis la première à ne pas être du tout une grande sportive. Par contre, l'activité physique, c'est tout simplement la mise en mouvement. D'autant plus Mmh. si vous avez un poste sédentaire, que vous êtes coincé devant votre ordinateur toute la journée. Il y a plein de choses qui existent pour pouvoir se mettre en mouvement. Ne serait-ce, personnellement, par exemple, j'ai pris un ballon. Voilà, sur lequel je m'assois de temps en temps, j'alterne entre un fauteuil et un ballon et ça me permet une mise en mouvement. L'activité, ça peut être tout simplement sur le temps du midi, de prendre 5 minutes pour aller à l'extérieur, pour évacuer un petit peu la charge mentale ou les tensions physiques qui ont pu nous arriver dans la matinée. Donc, vraiment, ces trois points-là de alimentation, sommeil et activité physique, ça va être la base. Alors, je pense que vous allez tous dire, mais on le sait. On le sait ça, mais on le fait.
Pas forcément. Donc après, c'est comment derrière, eh bien, on essaye d'intégrer peut-être des petites routines, des petits rituels dans notre quotidien qui ne nous rajoutent pas de temps, mais qui s'intègrent dans ce qu'on fait déjà. Et notamment, je pense au ballon parce que voilà, le fait de prendre un temps pour s'arrêter, faire une pause, des fois c'est compliqué, mais avoir un ballon, ça nous permet de nous mettre en mouvement. Et donc, on intègre, on ne rajoute pas, on intègre simplement dans notre manière de fonctionner cet élément. Donc voilà, il y a ces éléments autour de la bonne hygiène de vie. Après, il y a, et alors bon, moi autour de la sophrologie, mais toi aussi avec la psycho, c'est ce qui va être travaillé, c'est aussi la connaissance de soi. À un moment donné, est-ce que Mmh. je me connais assez pour définir quelles sont mes limites et quelles sont mes capacités? Est-ce qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est que le stress et est-ce que je comprends la manière dont il agit sur moi et la manière dont je fonctionne, dont j'agis, dont je réagis face à ce stress? Parce que c'est à partir du moment où on va prendre conscience et mieux se connaître sur ces questions-là, la question du stress, la question des émotions, la question de la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, ma manière de communiquer à l'autre, elle est OK ou pas? Dans quelle posture, moi, je me mets quand je communique avec quelqu'un? Est-ce qu'on est plutôt en OK, OK, ou est-ce que je suis en soumission, ou est-ce que, enfin, voilà, quelle posture je prends et qu'est-ce que ça me génère comme émotion, comme sensation? Donc, toutes ces notions de la connaissance de soi, elles vont être aussi super importantes à appréhender parce que mieux je me connais et mieux j'apprends à agir différemment si la manière dont je fonctionne aujourd'hui n'est pas OK pour moi. Si je me mets en souffrance ou si je me sens en mal-être, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, travailler sur cette connaissance de soi, ça me paraît primordial, très clairement. Mmh. Tu veux peut-être rajouter quelque chose sur cette Non, partie-là non, non, ou je te rejoins complètement. OK. Et donc, de cette connaissance de soi, eh ben, c'est en travaillant sur soi qu'on va apprendre à un moment donné qu'on est vulnérable dans certaines situations. Et rien de magique, mais on l'est tous, hein, vulnérables. Alors, on est dans une société, on a été éduqué, on a été construit par des injonctions, les Mmh. fameuses injonctions. Alors, injonction parentale, injonction au niveau de la scolarité ou injonction de manière globale par notre société. Les fameux sois fort, fais un effort, te plains pas, et notamment par rapport à cette question du travail. Et moi, la première, j'ai été éduquée dans cette valeur travail où tu dois travailler, tu dois pas te plaindre. Et en fait, le travail, c'est un peu relié à cette notion de souffrance, hein. Bien sûr. Travailler, ça fait souffrir et c'est normal, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Moi, c'était un Et petit c'est peu, l'origine du mot de travail en plus, ouais, hein. Enfin, au niveau c'est une valeur étymologique, clairement. assez intense. C'est ça. C'est pour ça que Mmh. je préfère parler d'activité professionnelle, d'emploi, parce que ce mot travail, il peut être un peu difficile parfois. Et justement, de comprendre qu'on a ces injonctions, qu'elles nous ont été intégrées, en fait, et de se dire, ben oui, non, j'ai le droit, en fait, d'aller dans mon travail ou de faire mon emploi avec plaisir et non pas dans la souffrance, en fait. Et j'ai le droit, à un moment donné, d'accepter que je suis vulnérable. J'ai une partie de moi là, peut-être parce que j'ai une situation perso, compliquée en ce moment, peut-être parce que dans le travail actuellement et ben, on est sur, tellement de choses à faire que je j'y arrive plus. J'ai le droit de rencontrer une période où, ben, ouais, je suis pas, superwoman, je suis pas au top de la performance, je suis pas Superman non plus, heu et en fait, j'ai le droit de l'exprimer et très Mmh. souvent, comme, le disait Steve tout à l'heure, l'exprimer, ça va être compliqué. Communiquer que là, j'y arrive plus, là, je me sens débordée, là, j'ai mal partout, et ben, c'est compliqué parce que j'ai peur du regard de l'autre, des fois, je me compare, ça, on adore faire ça, la comparaison. Bah oui, mais les autres à côté, ils y arrivent, pourtant ils ont autant de travail que moi, mais les autres, c'est pas toi, en fait et on Mmh. fonctionne pas tous de la même manière et c'est très bien comme ça. On a tous nos forces, on a tous nos axes d'amélioration et c'est très bien comme ça. Donc vraiment, oser communiquer qu'à un moment donné, stop, je suis sous l'eau ou je sens que je vais y être dans pas longtemps, c'est tout simplement vous protéger et éviter que bah, vous vous cassiez la figure, pour rester poli, tout simplement. Parce que quand on est tombé, bah, se relever, on met un petit peu plus de temps. Donc cette notion-là vraiment d'accepter, d'oser. Déjà accepter, c'est pas simple, c'est faire le deuil de quelque chose. Mmh. Accepter que je suis vulnérable, ben oui, c'est accepter que je suis peut-être pas Superwoman ou Superman. Et je suis la première à être perfectionniste, donc ça me parle bien. Et je pense que Tiffen, tu un petit peu beaucoup dedans aussi. Oui. Oui, Donc, oui, donc complètement. voilà.
Ça se travaille d'accepter sa vulnérabilité. Ça veut pas dire forcément qu'on est faible, parce que souvent on met cette notion de faiblesse, et ça c'est difficile, cette notion de faiblesse. Vulnérable, c'est juste qu'à un moment donné, bah ouais, je suis un peu dans le creux de la vague, mais ça va remonter. Mais C'est à ça. moi justement de mettre en place ce qu'il faut pour pas que je tombe complètement et que je sois sous l'eau dans cette vague, que je reprenne ma planche de surf et que hop là, je surfe sur la vague sans couler quoi. Ouais. Et ça encore une fois, vous le voyez sur ces trois leviers en tout cas qu'on peut avoir, c'est des leviers que c'est à nous d'activer. Mm. C'est pas en se disant à un moment donné, c'est la faute à. Parce que là, c'est de reprendre aussi sa responsabilité à un moment donné, de reprendre le contrôle justement sur son bien-être pour aller mieux. Et ça part de vous, chacun. Oui. Il y a Steve qui dit: «Reconnaître sa vulnérabilité, c'est une force et non une faiblesse et cela fait partie de la connaissance de soi que vous mettez en avant». Donc oui, Mmh, très, très juste, Steve. Et moi, tout à fait. je dis souvent, enfin, et cette image de la vague, est très parlante. Et d'ailleurs, Mmh, quand on regarde effectivement la courbe du deuil ou du changement, c'est bien une forme de vague, hein, et c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, il y a une clair. remontée, mais à partir du moment, en effet, on actionne des leviers. Mmh, Donc j'expliquerai tout à l'heure, les autres leviers, à différents niveaux, justement, parce que là, donc on est sur le mmh. niveau individuel, sur quoi vous pouvez agir vous directement. Et puis, déjà, on va voir, je ne sais pas si tu avais terminé, là-dessus, mais Alors, bah, j'avais juste la dernière chose, c'est oser dire non. ouais, Affirmez-vous. Voilà, mmh, ça c'est et c'est pas facile. C'est pareil, ça non, s'apprend. Mais il y a qu'en osant dire non, quand vous sentez que vous êtes sous l'eau, dire non, c'est pas forcément renoncer en tant que tel à pas faire du tout. C'est peut-être juste, OK, le reprogrammer pour la semaine prochaine ou un peu plus tard, tout simplement. Mais dans votre façon de recevoir l'information, vous n'allez pas la vivre de la même manière si c'est je dois tout faire là maintenant ou sur ouais, les trois choses qui me prennent toute la place dans ma tête, voire dans mon corps, voire dans mes émotions. Bah, il y en a deux qu'en fait, c'est pas vital, hein. Si je les reprogramme dans une semaine, 15 jours ou un mois, c'est peut-être moi qui serai un peu frustrée, mais c'est pas grave parce que ça va me mmh, permettre de me concentrer sur ma priorité et donc c'est de ça. redéfinir un plan d'action qui soit plus cohérent avec moi et avec aujourd'hui ma fatigabilité, mes capacités cognitives, etc. Votre niveau d'énergie, oui, oui, il faut vraiment que vous écoutiez ça. Effectivement, on peut pas être à 100 tous les jours. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est réellement à un moment donné à 100? J'en sais rien. Mais c'est que, voilà, d'une tâche à une autre, d'un moment à un autre, effectivement, Mm, de toute façon, on n'aura pas le même niveau d'énergie. Et par rapport à la définition des priorités, oui, c'est essentiel, Vanessa, parce que tout ne peut pas être prioritaire. On a beau avoir une to-do list, en plus qui s'allonge et qui se rallonge au fur et à mesure. oui. Bah, à un moment donné, il faut prioriser. Alors après, vous pouvez Mm, vous faire accompagner, là-dessus si c'est difficile pour vous d'y voir plus clair, mais plutôt, prioriser en fonction du degré d'urgence et d'importance. La c'est matrice ça. d'Eisenhower sur laquelle vous pouvez vous appuyer qui est plutôt pas mal. Mm, mm. Ok. Alors, peut-être aller voir aussi les symptômes d'une santé mentale qui se dégrade concrètement. Si ma santé mentale elle se dégrade, qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ça vient impacter? Déjà, ça va commencer à impacter au niveau émotionnel. Ça peut être, je me sens triste en ce moment. Cette sensation de mal-être où on ne sait pas trop d'où elle vient. Je me sens un peu triste, un peu nostalgique. Voilà, je sais pas trop ce qui se passe. Ça peut être de la peur. Je sens que je suis tout le temps dans la peur. Alors souvent, quand on est dans la peur, on est beaucoup dans la projection de ce qui pourrait peut-être un jour potentiellement nous arriver. Et d'être dans cette projection-là tout le temps nous prend énormément d'énergie. Et on met de l'énergie sur des choses qui rarement arrivent, en fait. Donc voilà, cette notion de la peur, elle est intéressante souvent à aller travailler. Ça peut générer des angoisses également. On peut être aussi plus irritable, moins patient, se dire: «Ah les collègues, ils m'agacent en ce moment là, je les supporte plus». Ça va peut-être parler, Mmh. à certains ou à certaines. Et puis ce sentiment un peu de se déprécier, de se dire: «J'ai l'impression que je vaux rien, j'y arrive pas» et encore une fois, dans cette notion un peu de comparaison, de voir les autres y arriver et nous non là, et ben, ça peut venir toucher l'estime et la confiance en soi aussi et donc l'impact émotionnel, il peut être plus ou moins, puissant, important suivant les personnes. Mmh. Complètement. Et donc, on peut effectivement, remarquer des changements, au niveau comportemental, donc des changements d'humeur,
Alors ça, vous pouvez finalement assez vite l'observer quand vous travaillez toujours avec les mêmes collègues, par exemple, que vous croisez tous les jours, ou en tout cas régulièrement. Tiens, il n'est pas comme d'habitude. Déjà, ok, c'est bizarre. Et en effet, il est susceptible, il est plus irritable, il devient presque agressif. Vous observez des difficultés à trouver de l'intérêt dans les activités. Il peut y avoir effectivement une baisse de motivation, une baisse d'énergie. Et puis, parfois, ça peut aller jusqu'à l'abus de certaines substances, donc type alcool, drogue. Et donc là, avec des formes plus ou moins graves. Donc là, réorienter vers des organismes qui peuvent aider sur les problématiques d'addiction. Et voilà, je te laisse poursuivre et puis on reviendra sur cette notion-là. Ouais. Ça peut aussi impacter au niveau cognitif, hein. On peut voir par exemple certaines personnes parfois qui vont avoir de plus en plus de difficultés à se concentrer. Des collègues que vous allez vous dire, tiens, mais enfin, c'est bizarre là, d'habitude, il ou elle était pas comme ça. Là, je vois que il se souvient plus par exemple du nom des dossiers. Pourtant, on en a parlé hier. Il a oublié qu'on avait une réunion ce matin. Pourtant, c'est pas dans ses habitudes. Cette capacité aussi à raisonner ou de se dire des fois pour soi ou pour les autres, mais on sent que c'est moins fluide là, il y a plus de difficultés dans la réflexion, dans la capacité à raisonner. Et donc cette notion des troubles de la mémoire aussi qui peuvent arriver, tout ça c'est des signes qu'il faut écouter. Au niveau physique, donc là, les maux de tête, une fatigue intense, c'est-à-dire que même si vous dormez, vous faites des siestes, etc., vous voyez qu'il y a quand même une fatigue qui continue. Vous ressentez plus autant d'énergie. Donc il y a des troubles du sommeil, donc ça peut être des difficultés d'endormissement, mais ça peut être aussi des réveils nocturnes, des cauchemars, des choses qui se ressassent aussi. Un manque d'appétit, vous n'avez plus forcément faim, ou en tout cas vous mangez plus autant qu'auparavant, et ça peut aller jusqu'à la tachycardie. Donc voilà, après, pareil, il y a différents degrés. Et puis on va avoir les troubles sensoriels, donc les troubles de la perception, que ce soit visuel ou auditif. Par exemple, au niveau visuel, je veux dire, j'ai une fatigue oculaire là qui est super importante. Je peux voir flou par moment, par exemple, dans des moments de la journée, ou au niveau auditif, par exemple, les acouphènes qui peuvent être aussi générés à un moment donné par trop de stress. Ça peut aussi venir générer des acouphènes. Et du coup, créer les maux de tête, enfin, voilà, tout ça, ça peut être lié. Voilà, c'est un engrenage. Et donc, ces symptômes, ça peut être un ou beaucoup. Donc, Oui, prenez le temps ou peut-être là plusieurs. de vous poser la question d'où vous en êtes par rapport à tout ça. L'objectif n'étant pas de vous faire peur, hein, encore une fois, mais peut-être juste de se questionner, de prendre un peu de hauteur en se disant, ouf, il y a certaines choses là, ça me parle en ce moment. Voilà, peut-être juste qu'il faut que j'en prenne conscience aussi. On l'a pas mis dans le physique, mais effectivement, il y a aussi les maux d'estomac, effectivement, qui peuvent aussi créer le manque d'appétit. Mais voilà, j'ai l'estomac noué, ou dès que je vais au travail ou que je dois me lever, là, je sens comme un nœud qui me tord, qui me serre. Enfin, donc voilà, ça, ce sont des signaux d'alerte. Et puis clairement, hein, enfin là, je rebondis sophro, mais le ventre, voilà, le ventre, hein, qui est notre deuxième cerveau, voire le premier pour moi. Donc c'est là où on ingère et on digère tout. Donc là où beaucoup de blocages aussi se créent et ça vient nous dire encore une fois beaucoup de choses. Ok. Donc, je vous ai parlé de plusieurs leviers. Enfin, on vous a déjà introduit quelques leviers au niveau individuel, effectivement, sur quoi vous pouvez agir. Donc, on parlait d'activité physique, méditer, manger sainement, se reposer, être suivi aussi psychologiquement ou d'un point de vue médical. J'ai beaucoup de patients qui ont évidemment un double suivi. Et voire triple, parce que voilà, certains également voient une sophrologue. Donc tout ça, ça peut être des pratiques complémentaires. Au niveau interpersonnel, donc là, on en a un petit peu parlé, mais en effet, c'est alerter votre collègue par rapport à votre inquiétude. C'est plutôt vous dire, OK, j'ai remarqué justement des changements comme voilà ce qu'on a pu citer précédemment. Ça m'inquiète, et puis partir de ça. C'est pas être dans le jugement, mais voilà, partir de votre inquiétude en exposant effectivement des faits et puis orienter vers des professionnels adaptés. Au niveau groupal, donc là, vous parliez tout à l'heure de groupe de parole, donc ça peut être en effet ça. On peut y avoir l'analyse des pratiques professionnelles d'intervision. Oui, effectivement, il y aura un replay, Delphine, pas de souci.
Ça peut être suivre des formations, en effet, sur la santé mentale. Donc, Aline parlait de la formation PSSM. Vous avez également des activités qui peuvent favoriser la cohésion d'équipe, le soutien mutuel. Au niveau organisationnel, la responsabilité est effectivement de transmettre des numéros d'urgence, des lignes d'écoute, mettre en place des cellules d'écoute psychologique en interne si nécessaire, faire des actions de sensibilisation et formation, évidemment la démarche QVCT qui s'inscrit dans ce cadre-là. Et au niveau institutionnel, donc là on est plutôt sur les politiques en prenant en considération effectivement les difficultés du terrain, mieux reconnaître les maladies professionnelles, parce qu'il y a encore du travail à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est pas exhaustif, mais ça vous donne déjà quelques pistes. Alors, concrètement, si là aujourd'hui justement vous vous dites pour vous-même ou pour une personne de votre entourage, que ce soit dans votre équipe de travail ou de manière globale dans votre entourage, qu'il y a peut-être une dégradation de la santé mentale, concrètement, s'il y a un besoin de soutien, vers qui je me dirige? Parce que c'est bien de se dire ça va pas trop, mais concrètement, qui je peux solliciter dans ces cas-là? Vous pouvez vous orienter bien évidemment vers votre médecin traitant. Le médecin traitant, il connaît votre parcours la plupart du temps. Il a aussi toutes les votre fonctionnement. Donc le médecin traitant peut être la personne ressource qui ensuite va réorienter vers d'autres professionnels si nécessaire. Il y a aussi le médecin du travail, donc les services de santé au travail. À partir du moment où vous êtes en poste, salarié, agent de la fonction publique, vous êtes automatiquement rattaché à un service de santé au travail. Donc, vous pouvez les solliciter. Il peut arriver que des personnes me disent ah mais je peux moi directement solliciter mon médecin du travail, c'est pas l'entreprise parce que j'ai pas envie de dire à mon entreprise que ça va pas. Oui, vous pouvez solliciter directement votre médecin du travail. Vous avez simplement à savoir d'où vous dépendez, mais souvent c'est en fonction de votre territoire. Vous pouvez le rencontrer, c'est gratuit. Ça fait partie des, on va dire des possibilités, en tout cas liées à l'entreprise, de pouvoir le rencontrer. Et le médecin du travail, souvent, alors je ne sais pas si c'est dans tous les services de santé au travail, mais pour ceux que je connais, oui, en tout cas, il va y avoir aussi un psychologue qui va être présent et qui va pouvoir, si Alors, nécessaire, oui, c'est peut-être pas le cas de partout. je complète, Vanessa, parce qu'en effet, il peut y avoir des psychologues du travail au sein de la médecine du travail. Mais moi, pour ma part, en tant que libérale, j'ai aussi beaucoup et c'est bon à savoir aussi pour vous, de médecins du travail, en fait, qui font appel à des indépendants. Enfin, ils font pas directement appel, ils vous donnent une ordonnance, en fait, une prescription jusqu'à 3 consultations, prises en charge par la médecine du travail. Vous n'avez rien à avancer. Donc, c'est notamment le cas. Moi, essentiellement, ce sont des gens qui sont en arrêt de travail, plus ou moins long. Et du coup, voilà, c'est quand même bon à savoir puisque vous avez, c'est un droit. Merci pour cette précision très importante et nécessaire. Alors, il y a aussi, alors désolée, je vois que ça a coupé, c'était pas comme ça à la base. Les représentants du personnel, le CSE, le comité voilà, social de l'entreprise dans lequel vous êtes, qui peut vous permettre aussi d'avoir des personnes accessibles pour venir exprimer à un moment donné le fait qu'il y ait peut-être un mal-être ou que vous vous sentez pas forcément bien. Ça peut être de vous diriger, vous, directement vers des thérapeutes ou vers aussi le CMP, le centre médico-psychologique, qui va regrouper souvent psychologues, psychiatres et infirmiers aussi. Donc ça peut être aussi des professionnels qui peuvent être accessibles. Alors, je me permets juste moi, une petite précision sur la notion de thérapeute, parce que c'est quelque chose de très large aujourd'hui, le terme de thérapeute. Juste attention quand même à qui vous allez voir, dans le sens où si on est sur de l'épuisement professionnel, voire du burn-out, enfin pour moi, tu me complètes si tu n'es pas OK ou vous me complétez si vous n'êtes pas OK, mais pour moi, il faut faire attention à aller vers des professionnels qui connaissent ces difficultés-là, qui sont habitués aussi à les accompagner parce qu'on peut se retrouver avec des personnes, et notamment moi j'ai pu en rencontrer, qui vont être complètement dissociées entre le corps et l'esprit. Il n'y a plus de sensations, il n'y a plus d'émotions, et dans la manière d'accompagner, il va falloir aussi être prudent pour pas engager d'autres difficultés.
Donc voilà, il y a juste cette question, renseignez-vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapeutes et chacun a ses connaissances, chacun a ses compétences, mais on peut être sur des thématiques bien particulières. Et dans ce cas, mais c'est comme tout, attention à aller vers quelqu'un qui sait de quoi il parle et que les protocoles qui vont être utilisés soient les bons pour vous. C'est surtout ça. Et il y a aussi évidemment votre hiérarchie, le service RH, ressources humaines de votre structure ou vos collègues. J'ai pu être dans des structures où, voilà, où entre collègues, on voyait que c'était compliqué d'aborder ces sujets-là, parfois. Et vraiment, allez-y et mettez les pieds dans le plat si vous voyez qu'un collègue ne va pas bien, si vous sentez que là, la concentration, elle est plus là, que vous la sentez ou vous le sentez en mal-être, mais qu'il ne l'exprime pas. Il arrive avec le sourire, mais vous sentez que c'est pas naturel. Il y a plus cette joie, ce plaisir qu'il y avait. N'hésitez pas à aller préciser. Ben, je me permets de te le dire parce que là, je vois que je sais pas, tu as changé. Il y a quelque chose qui a changé, qui a évolué dans ton comportement. Euh, Allez creuser. Peut-être que la personne va vous dire oui, tout va bien. Juste attention, quand on est notamment sur une question d'épuisement professionnel, la dernière, on va dire que la dernière, comment dire, j'ai perdu mon mot. Enfin, au niveau du stress, vous passez dans différentes phases. Et la dernière phase, voilà, ça va être justement cette phase de l'épuisement. Et cette phase de l'épuisement, souvent, les personnes, elles peuvent être en déni juste avant de tomber. Mmh. C'est-à-dire, vous la voyez dépérir au fur et à mesure du temps, mais la personne, elle n'en a même plus conscience. Et donc, cette phase-là, elle est très dangereuse. Malheureusement, c'est souvent peu de temps après que ça lâche. Donc, pour moi, c'est aussi le rôle d'une équipe. euh, et ce n'est pas, alors, j'ai pu entendre, moi, ça me paraît très violent comme terme, mais on n'est pas là forcément pour faire du social ou pour s'occuper des autres. Une équipe de travail, c'est une équipe. Et dans une équipe, justement, l'objectif, c'est de travailler tous ensemble vers un même objectif, vers une même direction. Et par moment, on peut tous avoir un moment de mou. Voilà, un petit coup de mou, ça arrive. Et l'équipe, elle doit être là pour soutenir. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez faire le sophrologue, le psychologue, que c'est vous qui allez faire le médecin. C'est pas du tout ça. Mais ça va être peut-être votre rôle simplement d'alerter. Soit alerter la personne, et si vous voyez que la personne, elle ne l'entend pas, d'alerter la hiérarchie. En précisant à la Mmh. personne que là, vous ne pouvez plus la laisser comme ça et que vous allez en parler avec votre hiérarchie parce que vous êtes inquiet. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que souvent, on voit les personnes tomber et les collègues vont dire ah, ben, j'avais bien vu que ça allait pas, Ouais. mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc voilà, il y a cette notion-là où Ouais. c'est important autour de ça. Donc, alors, il y a Steve qui nous met vive la C'est sécurité que psychologique non, c'est que dans ce cas-là. Donc, en effet, voilà, il va y avoir aussi les proches avec qui vous pouvez échanger. Alors, Cap Emploi, je ne sais pas si tout le monde connaît Cap Emploi, c'est une structure qui accompagne les personnes en situation de handicap, reconnues ou non, avec ce qu'on appelle la fameuse RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et Cap Emploi intervient non seulement auprès des demandeurs d'emploi sur la reconversion professionnelle, mais aussi dans l'emploi, sur les questions de ouais. maintien dans l'emploi, de transition et d'évolution professionnelle, et est en lien direct notamment avec le médecin du travail. Donc, Cap Emploi, certains sont peut-être déjà accompagnés dans le cadre du maintien dans l'emploi dans leur entreprise. C'est aussi un interlocuteur vers lequel vous Mmh. pouvez vous diriger quand ça ne va pas. Et pour les personnes qui peuvent être, par exemple, en arrêt, il y a aussi le CARSAT, la CARSAT, pardon, service social. Alors, on connaît souvent la CARSAT service retraite, mais on a aussi la CARSAT service social, qui travaille en lien avec la CPAM. Et ce sont des assistantes sociales qui peuvent vous accompagner et qui peuvent aussi être des ressources si vous êtes en arrêt pour ne pas rester tout seul et pouvoir communiquer quand ça va pas. Mmh. En fait, il faut vraiment comprendre que c'est une responsabilité partagée, Tout la à fait, question de la santé tout à fait. au travail. Donc je te laisse. Ah non, c'est moi Ouais, peut-être sur alors, sur ce donc point-là. là, ça introduit ce que je commence à dire. Donc, Euh, c'est une responsabilité partagée, mais il y a aussi également des intérêts partagés et des retombées positives à faire une démarche de qualité de vie et conditions de travail, puisqu'effectivement, ça va permettre l'amélioration de la satisfaction des employés, la réduction de l'absentéisme et du turnover. Et ça, du coup, on l'a vu aussi, du coup, des coûts pour l'entreprise, mais également,
que ça va agir sur les équipes, hein. À partir du moment où on a un collègue qui s'absente, effectivement, ça va se répercuter automatiquement la charge de travail sur le reste de l'équipe et puis l'organisation. Et puis le turnover, ça nécessite aussi de prendre du temps à chaque arrivée d'un nouveau collaborateur et ainsi de suite. Donc l'augmentation de la productivité, du coup ça va de pair, l'attraction des candidats et la fidélisation des collaborateurs. Effectivement, on a en plus aujourd'hui, on a un rapport c'est pas le rapport au travail vraiment qui a été un peu basculé depuis le Covid, on va dire, puisque auparavant, on était dans un rapport, alors, je ne vais pas dire de force non plus de la part des employeurs, mais en tout cas, les candidats aujourd'hui sont de plus en plus sélectifs aussi, hein. Ils cherchent à s'épanouir au travail, ils cherchent de plus en plus de sens. Et du coup, ils vont être aussi plus sélectifs parfois sur l'organisation et l'entreprise dans laquelle ils vont intégrer un nouveau poste. Et donc, c'est aussi les fidéliser effectivement sur la durée pour éviter le turnover. Et puis évidemment, favoriser l'image de marque de l'entreprise, sa réputation, parce que si on a une entreprise où il y a un taux de turnover très important, voilà, ça peut entacher aussi l'image de l'entreprise, puisque effectivement, ça veut dire qu'il y a des soucis en interne. Évidemment, encore une fois, c'est multifactoriel et pour illustrer, vous voyez un peu ces rouages, et ça revient à la définition de la qualité de vie au travail, c'est que tout est imbriqué et à partir du moment où on agit sur un levier, vous pouvez agir finalement sur bien d'autres aspects, la qualité de vie et des conditions de travail. Tout à fait. Alors, peut-être Voilà. vous donner quelques petites références, si toutefois vous voulez aller creuser sur cette question-là. Donc, on vous a mis... Plusieurs Alors, moi, je références. les ai Alors, pas... j'ai pas fait exprès de mettre du no. C'est que du no, mais il y en a bien d'autres. Là, voilà, ces collections-là sont très très bien faites parce que vous avez des fiches techniques, vous avez des outils très pratico-pratiques, certaines références avec un peu plus de théorie, des concepts, mais voilà, vous pouvez vous appuyer dessus. En tout cas, voilà, si vous avez besoin d'outils en interne dans vos organisations ou pour vous personnellement, n'hésitez pas à vous appuyer dessus. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce live. Donc, on espère en tout cas vous avoir transmis et peut-être appris certaines choses. Alors, nous, on était intéressés de savoir peut-être, alors déjà, s'il y avait des questions, n'hésitez pas, on peut se prendre un petit temps là de questions-réponses et puis de voir un petit peu de votre côté avec quoi vous repartez en cette fin de live. Peut-être ce que vous avez intégré, peut-être des mots, peut-être voilà, des choses en particulier qui vous ont marqué. N'hésitez pas à nous en faire part afin qu'on Est-ce en qu'il y a échange des peut-être. actions que vous voyez mettre en place aussi là, dans les semaines, mois à venir? Voilà, pour repartir avec un peu plus de concret. Ça peut être ne serait-ce que communiquer finalement sur son mal-être, ça peut être sur l'état d'un collègue, par exemple, qui vous inquiète. Ça peut être au niveau, je veux dire, des conditions de travail, du contenu même du travail. Ça peut être, voilà, quel que soit le niveau. On a été un petit peu optimiste, Vanessa, sur le temps, 1h30, mais on avait beaucoup à dire. Bénéfices partagés. Ok, super. Merci. Merci. Et en tout cas, je ne sais pas toi, mais en tout cas, j'ai été ravie de faire ce live, en tout cas avec toi, Vanessa, et une première. Et voilà, à renouveler quoi, si on a des retours positifs. Tout à fait, c'est vrai que ce fut un réel plaisir de découvrir cette co-animation avec toi, parce que c'était, moi je sortais un peu de ma zone de confort dans le sens où je ne maîtrisais pas l'outil et que c'est pas forcément simple. Merci la Sophro pour gérer ça. Donc merci à toi aussi parce que voilà, c'était vraiment très intéressant et tes apports sont aussi très 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 bénéfiques. Donc ouais, ce fut un agréable moment passé en tout cas pour ma part.
Et merci à vos commentaires et questionnements, remarques, réponses voilà, aux questions posées. Ça nous permet de voir un petit peu où on est, enfin, où est-ce que vous en êtes finalement dans vos réflexions, mais également nous à nous perfectionner et à aborder peut-être d'autres thématiques à l'avenir. C'est ça. Et puis alors, peut-être si là on n'a pas forcément plus de retours, on aura aussi le replay. Si vous de votre côté, peut-être qu'après avoir cheminé un peu, vous dites tiens, bah là ça me fait penser à ça ou à ça, n'hésitez pas à nous le repartager, hein. Ça peut être intéressant. Et puis bah on aura les personnes qui regarderont également en replay, qui pourront peut-être aussi nous faire remonter ce qu'ils en ont pensé. Nous, on est tout à fait ouvertes derrière à peut-être bah, réengager d'autres réflexions de live sur d'autres thématiques en lien avec la QVCT. Donc, on est preneur aussi de partage et de collaboration, enfin preneuse de partage et de collaboration. Donc Complètement. n'hésitez pas. Tiens, Aline, je vais voir pour une sophro qui pourrait aider à la récupération d'énergie. Super, Aline. Ouais. Donc, faut pas hésiter. Après, de toute façon, sur cette question de récupération d'énergie, il y a plein d'outils qui existent. L'important, ça va être vraiment de prendre le temps d'échanger avec une sophrologue sur votre organisation, sur peut-être en effet la complexité et ce que vous rencontrez aujourd'hui comme difficulté pour que vraiment les outils soient ajustés et adaptés à votre besoin. L'objectif, c'est pas de partir sur quelque chose de global, c'est vraiment de fonctionner bah, justement en collaboration hein, pour répondre au plus près et que ça corresponde que ce soit pertinent pour vos équipes. Donc super. Ok. C'est top d'en parler pour continuer à favoriser la libération de la parole. Ouais, c'est vraiment crucial. Moi, là, j'ai de plus en plus de demandes sur de l'analyse des pratiques professionnelles et de la supervision. Enfin, voilà, j'ai pas encore fait de groupe de parole, mais voilà, sur d'autres contextes, ça peut éventuellement se faire. Et j'encourage vraiment les organisations à mettre ce type Eh de, oui, de temps, en fait, en place. tout à fait. Essentiel pour les professionnels, quel que Tout soit à le fait. métier d'ailleurs. Bah oui. Donc, je vois hâte d'avoir le replay pour partager aux collègues et à mes bénéficiaires. Donc oui, n'hésitez pas, partagez au maximum. Enfin, notre objectif, c'est vraiment que ce message il soit entendu par un maximum de monde et de se dire que on n'est pas tout seul. Parce que parfois, même dans l'entreprise, on peut se dire en tant que manager ou en tant que responsable d'équipe ou voire en tant que directeur ou voilà, je me sens un peu tout seul en fait pour gérer ça. Et cette démarche QVCT, ça me paraît être quelque chose de hyper complexe. Et en fait, j'ai peur d'y Mm. aller. Euh, alors qu'il y a des actions simples et efficaces qui peuvent être mises en place, aujourd'hui, il y a vraiment. N'hésitez pas à nous solliciter, où il y a beaucoup d'autres professionnels hein, autour de ces thématiques-là. N'hésitez pas à questionner, vraiment, à poser des questions pour être aussi rassuré, sécurisé et pour pouvoir faire que ben, dans votre structure, s'il y a à un moment donné quelque chose à travailler, que ça puisse être fait, mais ça peut se faire pas dans la facilité, parce que c'est jamais facile, parce que ça doit faire bouger beaucoup de choses, mais en tout cas, ça peut être fait avec bienveillance. À partir du moment où on a l'envie ensemble d'avancer, ben, ce qui va se passer, ça peut être juste magique et très enrichissant, quoi. Donc, euh, donc voilà. On va peut-être s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on se tient de toute façon à votre disposition si vous aviez des besoins complémentaires, hein. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je ne sais pas si tu Ouais. veux faire le petit mot de la fin, peut-être, ou je te Ben, laisse. tu tout dit. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donne voilà, nos coordonnées si besoin. Moi, je suis très présente sur LinkedIn, forcément. Mais oui, s'il y a des questions qui vous viennent ou des remarques ou vous ne savez pas vers qui vous orienter, voilà. En tout cas, on reste disponible. Tout à fait. Et osez communiquer votre vulnérabilité. J'ai envie de finir juste sur ça. Ah, super. Merci, Merci Vanessa. beaucoup. Merci Tiffaine en tout cas pour ce super échange et puis au plaisir de retravailler ensemble très prochainement. Plaisir partagé, Vanessa. Merci. Bon, belle journée à tous. Au revoir.